Vous savez, je veux simplement ajouter un autre point rapide ici, que je ne veux pas perdre de vue, à savoir que nous parlons des conséquences stratégiques de tout cela. S'impliquer dans des guerres comme la guerre en Irak, la guerre en Iran et d'autres, les génocides, et ainsi de suite. Mais il est également très important de souligner que ce que fait le lobby menace de saper les valeurs libérales ici, aux États-Unis. Prenez simplement toute la liberté d'expression. Je pense qu'on peut avancer un argument très important selon lequel la plus grande menace à la liberté d'expression aux États-Unis aujourd'hui, en particulier sur les campus universitaires, est le lobby pro-israélien, car ce lobby déploie des efforts considérables pour étouffer le débat sur Israël. Toute personne critique envers Israël aujourd'hui risque d'être diffamée et de voir sa carrière ruinée. Le lobby est prêt à aller très loin pour y parvenir. Ainsi, les gens pratiquent l'autocensure. C'est vraiment assez remarquable. Shibli Telhami, de l'Université du Maryland, a mené des enquêtes auprès d'universitaires montrant qu'environ 80% d'entre eux s'autocensurent. Ils se taisent sur la question d'Israël. Ils ont simplement peur de s'exprimer. C'est vraiment assez remarquable. Et cette situation ne peut qu'empirer, car le lobby doit recourir de plus en plus à une politique agressive. Cela va saper les valeurs libérales dans le pays. J'ai toujours dit que le lobby israélien représente la plus grande menace pour la liberté d'expression aux États-Unis. Car même s'il existe, je ne sais pas, des forces conservatrices chrétiennes qui veulent interdire certains livres dans les États républicains, elles se heurtent toujours à une opposition très forte lorsqu'elles le font. Quand c'est le lobby israélien qui agit, tout le monde, même les libéraux, a peur de s'exprimer. Et vous savez, la contestation des ordres d'expulsion et de l'arrestation de Mahmoud Khalil, ou de la femme de l'université Tufts, qui a coécrit une tribune critiquant Israël. Comment s'appelle-t-elle déjà? Rosmia Ozturk. Eh bien, on n'a pas vu une réaction très forte de la part de la classe libérale face à cette attaque évidente contre la liberté d'expression, où des gens étaient réellement arrêtés pour ce qu'ils avaient dit et expulsés du pays, alors qu'ils avaient des cartes vertes et des visas. Maintenant, on commence à voir des attaques à ce sujet dans la New York Review of Books, à mesure que Trump s'affaiblit et que ça devient une question plus partisane. Mais ils ont simplement traversé, ils ont littéralement déchiré la Constitution sans qu'aucun défi ne soit relevé. Et donc oui, je pense que le facteur le plus important maintenant, c'est de savoir si l'establishment libéral est prêt à le reconnaître, car ce sont le premier amendement et la Déclaration des droits qui leur ont permis de projeter leur pouvoir à travers le monde sous l'égide des États-Unis, présentés comme une cité brillante sur la colline. Et Trump a déchiré tout cela. Vous allez voir les démocrates essayer de revenir et, vous savez, de refaçonner l'image de l'Amérique et de déclarer que nous avons à nouveau des droits afin que nous puissions continuer à armer l'Ukraine. Je veux dire, est-ce que ça sera même possible après ce que nous voyons aujourd'hui? Je veux simplement ajouter quelque chose à ce que tu disais et parler du génocide à Gaza. Les universités et les campus regorgent de défenseurs des droits humains. Le centre de gravité politique dans ces lieux se situe bien à gauche du centre. Et en tant que réaliste, je peux te dire que j'ai été critiqué au fil des ans par toutes sortes de militants des droits humains dans le monde universitaire. Donc ici, on a un génocide à Gaza après le 7 octobre. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que presque aucun de ces défenseurs des droits humains ne s'exprime contre cela.
Et l'exemple le plus frappant de cela est Samantha Power, qui a écrit ce livre très important sur le génocide et a déploré le fait que les Américains ne soient pas intervenus pour empêcher divers génocides par le passé, estimant que c'était inconcevable, impensable, et que cela ne devrait plus jamais se reproduire. Et la voilà aujourd'hui, au sein de l'administration Biden, qui est complice d'un génocide. Elle est en réalité complice de ce génocide. C'est vraiment remarquable. Et ce sont des réalistes comme moi et Steve Walt qui dénonçons les horreurs de ce génocide, en critiquant les Israéliens pour ce qu'ils font et en critiquant le gouvernement américain pour sa complicité. Vraiment remarquable. Ce qui se passe ici, c'est que les gens ont peur du lobby. Ils ont peur de critiquer Israël. Si Samantha Power critiquait Israël, disait qu'il commet un génocide, ou même si elle ne pensait pas que c'en était un, mais qu'elle estimait que cela s'en approchait, si elle critiquait Israël, elle ne deviendrait jamais secrétaire d'État un jour. Elle ne serait jamais promue. Elle serait probablement renvoyée de l'administration. Et c'est cet ensemble d'incitations qui pousse les gens à ne pas critiquer Israël alors qu'on s'y attendrait. Encore une fois, je suis vraiment stupéfait du peu de critiques qu'il y a eu à propos du génocide, le crime des crimes. Me voilà entouré de tous ces théoriciens libéraux des relations internationales qui pensent que nous devrions promouvoir les droits humains dans le monde entier. Très bien. Mais quand on voit un génocide, on devrait être le premier à le dénoncer. Cela ne devrait pas être des gens comme moi et Steve Walt qui soyons les premiers à le faire. Je pense que la présence de Samantha Power dans ces institutions les discrédite, tout comme le génocide qu'elles ont soutenu. Voir les dirigeants de l'UMatter refuser de condamner le bombardement de l'école de filles à Minab, en Iran, tout en condamnant l'Iran, c'est exactement comme Kallas et von der Leyen. Il est désormais trop évident qu'ils n'ont plus aucune crédibilité et qu'ils ne la retrouveront jamais. Je me souviens de l'époque où Samantha Power briguait le poste d'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU. Elle avait fait appel à Shmuley Boteach comme intermédiaire, car elle avait auparavant critiqué Israël à plusieurs reprises et devait se mettre dans les bonnes grâces du lobby pro-israélien et du mouvement sioniste. Shmuley l'accompagnait partout lorsqu'elle rencontrait des sénateurs, déclarant « Je m'engage à faire tout ce qu'il faut ». Je ne prêcherai pas les droits de l'homme à Israël. Je vais être l'esclave d'Israël à l'ONU. Et la voilà de nouveau. Je veux dire, cela aurait dû la discréditer complètement. Mais c'est toi qui en as payé le prix, avec Steve Walt, pour avoir été en avance sur les autres et avoir énoncé le fait évident que le lobby pro-israélien existait, qu'il y avait bel et bien un lobby pro-israélien, qu'il était puissant et que les États-Unis avaient leurs propres intérêts, lesquels entraient souvent en contradiction avec les objectifs de ce lobby. Je sais que nous t'avons retenu environ 1 heure. J'avais dit que ce serait une demi-heure, donc je veux respecter ton temps. Mais Aaron, si tu as une dernière question à poser ou un dernier commentaire à faire. Je voulais raconter une petite anecdote à propos de Samantha Power. Elle a récemment pris la parole à l'université de Notre-Dame et quelqu'un dans le public lui a demandé pourquoi elle gardait le silence sur le génocide à Gaza. Elle a répondu « Eh bien, vous savez, quand on sert un président, malheureusement, on ne fait pas la politique étrangère. » C'était son excuse, qu'elle ne faisait qu'obéir aux ordres, en somme, qu'il y avait des limites à ce qu'elle pouvait faire en tant que directrice de l'USAID. Puis quelques minutes plus tard, elle revenait sur son passage dans l'administration Obama, lorsqu'il y avait eu des accusations d'attaques chimiques par le gouvernement Assad en Syrie, ce qui, selon moi et d'après les preuves, était une opération sous faux drapeau. Mais cela, mis à part, Samantha Power a expliqué qu'à l'époque, elle faisait pression sur Obama pour qu'il bombarde la Syrie à cause de cette accusation.
J'ai trouvé que c'était une réponse très révélatrice. Lorsqu'un génocide est en cours, l'excuse de Samantha Power est « Eh bien, je ne suis pas la présidente, donc je ne peux rien faire ». Mais lorsqu'il s'agit de la possibilité de bombarder un pays étranger, elle fait activement pression sur le président pour qu'il lance une frappe. En réalité, quand on est au gouvernement, on peut agir si on le souhaite. On peut défendre une politique. Elle a simplement choisi de plaider pour des frappes militaires, pas pour l'arrêt d'un génocide à Gaza. Tu sais, Aaron, pour aggraver encore son cas, je parie qu'elle n'est même pas allée voir Biden pour le supplier de mettre fin au génocide. En d'autres termes, elle n'a pas démissionné. D'accord, mais est-ce qu'elle est allée voir Biden pour lui dire « c'est un génocide » ou « on s'approche d'un génocide et il faut l'arrêter » et qu'il l'a désavoué? Est-ce que ça s'est produit? Je parie que non. Et je pense que c'est encore plus accablant. C'est une preuve supplémentaire accablante de son comportement. Maintenant, je peux me tromper. On découvrira peut-être qu'elle est allée protester. Mais je pense que si elle l'avait fait, elle nous l'aurait dit. En fait, le fait qu'elle ne nous le dise pas montre qu'elle n'y est pas allée. Le mot que j'utiliserais pour décrire cela, c'est répréhensible. Oui, nous savons aussi que des experts de son agence ont rédigé des rapports affirmant qu'Israël affamait délibérément la population de Gaza en bloquant l'aide. Et Anthony Blinken a essentiellement empêché la publication de ces rapports. Je n'ai jamais entendu Samantha Power défendre ses propres collaborateurs, ni les preuves qu'ils avaient recueillies. Elle représente vraiment toute cette catégorie de spécialistes libéraux des relations internationales, les interventionnistes humanitaires et les militants. Ils sont discrédités à ce stade. Je ne sais pas qui d'autre pourrait rejoindre une administration démocrate, et c'est bien là le problème. Mais John, je veux respecter ton temps. Nous allons te laisser partir, à moins que tu n'aies quelque chose à ajouter. Fais juste un dernier commentaire, Max. Oui, s'il vous plaît. Vous savez, beaucoup de gens ont dit « Wow, c'est une recherche formidable. Vous avez vraiment découvert quelque chose que personne ne connaissait. » et ainsi de suite. Mais je pense qu'en réalité, nous ne faisions qu'énoncer des faits évidents. Il n'y avait pas de grande recherche derrière tout cela. Il était facile de comprendre ce que faisait le lobby. Ce que nous avons fait, c'est simplement raconter l'histoire, alors que d'autres avaient refusé de la raconter jusque-là, ou que la plupart des autres n'avaient pas voulu le faire. Mais l'histoire était là, les faits étaient là. Il ne fallait pas être un génie pour comprendre ce qui se passait. Il s'agissait simplement d'avoir le courage de se lancer. Et c'est ce que nous avons fait. Heureusement, je pense que cela a ouvert une brèche, et toutes sortes d'autres personnes, vous deux y compris, s'y sont engouffrées. J'espère que d'autres encore s'y engouffreront, ou, pour reprendre les mots que j'ai utilisés plus tôt, franchiront le Rubicon. Oui. Eh bien, vous avez clairement relevé le défi et tenu vos promesses. Et 20 ans plus tard, le livre est devenu un classique. Je pense qu'il échappe à toute critique, alors que tant d'autres ouvrages de vos détracteurs paraissent aujourd'hui sans relief. Ils semblent discrédités. Alors merci pour votre contribution, professeur John Mearsheimer. Professor John Mearsheimer.